La mémoire est essentielle à tout apprentissage. Elle est l'objet de recherche depuis l'Antiquité. Pour les sages, c'était un art, la mnémotechnie. Ils élaborèrent alors des techniques du même nom pour mieux mémoriser. La première trace d'une démarche scientifique est relativement récente. Elle date de 1885. Un chercheur, Hermann Ebbinghaus, trace la première courbe de rétention de l'information en fonction du temps. C'est une fonction exponentielle décroissante. R, le taux de rétention, est égal à l'exponentielle de moins t le temps sur S, la force de la mémoire. Cette courbe sans appel, Ebbinghaus la renomme courbe de l'oubli. En effet, naturellement, le cerveau oublie très rapidement. On voit très bien sur cette courbe qu'au bout de 20 minutes, le taux de rétention chute de 40%. Au bout d'une heure, 50% de l'information a été oubliée. Pour ne pas perdre l'information, il faut, dès le cours en amphithéâtre terminé, la transformer en connaissance pour la mémoriser. Le cerveau mémorise en 3 temps. À chaque temps, un processus de mémorisation différent entre en jeu. Lors du premier temps, c'est la mémoire sensorielle, dont on a parlé dans l'épisode 3. Le cerveau perçoit les stimuli reçus des organes sensoriels. Il les reconnaît et les interprète. La mémoire sensorielle est très éphémère, inférieure à 1 seconde. Le deuxième temps est celui de la mémoire de travail. Le cerveau reçoit les informations et, lorsqu'elles sont nouvelles, il crée un circuit neuronal en s'appuyant sur les informations déjà présentes. La mémoire de travail fonctionne par association d'idées. Elle est également éphémère, autour de 10 secondes, et extrêmement limitée en espace de stockage. Elle ne peut contenir que 7, plus ou moins 2 items. C'est pourquoi, sans technique, on ne peut pas retenir une liste de plus de 7 mots. Certains arrivent à retenir 10, 12 mots, mais cela reste très limité. Le troisième temps est celui de la mémoire à long terme. À chaque fois que le cerveau retrouve la même information, il réactive le circuit neuronal spécifique et les connexions synaptiques associées. On sait aujourd'hui que ce processus de consolidation se fait pendant les phases de repos, au moment où la consommation d'énergie pour les fonctions vitales est la plus basse. Dormir fait donc partie du processus d'apprentissage. Nous en reparlerons au chapitre 6 sur l'équilibre de vie. Plus nous activons l'engramme par répétition du processus, plus le stockage est solide et la restitution rapide. On dit que la mémoire à long terme fonctionne par répétition. La mémoire à long terme contient les traces de tous les événements significatifs de notre existence, les aptitudes et les savoirs que nous avons appris. Grâce à l'imagerie médicale, on sait que selon la nature de l'information, si c'est une image, un mot ou un son, ou selon sa fonction, si c'est un concept, un raisonnement, une aptitude motrice, l'information sera stockée dans différentes zones du cerveau. C'est le domaine le plus étudié par les neuroscientifiques actuellement et nous en saurons sûrement beaucoup plus dans les années à venir. Enfin, sachez qu'il existe un autre moyen pour produire un engramme durable et instantané. C'est le processus émotionnel. Tout le monde, ou presque, se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Le choc émotionnel de cet événement a aussitôt envoyé au cerveau l'ordre d'enregistrer cet événement et plus de 10 ans après, il reste présent dans les mémoires. C'est sur l'émotion que les annonceurs publicitaires jouent pour nous faire mémoriser rapidement le nom d'une marque. C'est sur l'émotion que les nouvelles tendances de l'éducation s'appuient. Serious Game, Je Tiagui. Les émotions ont un rôle à jouer dans tout apprentissage. Il est non seulement possible, mais hautement recommandé d'apprendre en s'amusant. Cet éclairage des neurosciences sur la façon dont notre cerveau apprend met en défaut plusieurs idées reçues que les neuroscientifiques appellent les illusions du savoir. Ce SMOOC est là pour vous aider à les débusquer. La première fausse idée reçue est que comprendre, c'est apprendre. Effectivement, quand on comprend la démonstration du professeur, on est beaucoup à penser « j'ai compris, donc je sais ». On a l'illusion de maîtriser le cours. Mais si comprendre aide à mémoriser, sans le processus de répétition, il n'y a pas consolidation de l'engramme et l'information sera effacée. La deuxième fausse idée reçue est qu'il est possible de réviser tard le soir, voire la nuit si on est à la veille de l'examen. On pense à tort que le cerveau est une machine qu'on peut pousser toujours plus. Non, le cerveau est un organe et il est soumis à des rythmes biologiques. Celui dont on a tous conscience est le rythme jour-nuit, calé sur le cycle de 24 heures. On l'appelle rythme circadien.
Au cours de ce cycle, les fonctions du cerveau évoluent et les capacités cognitives fluctuent. La nuit, une des fonctions essentielles du cerveau est le tri des informations encodées dans la journée. Il efface ou consolide. Selon les dernières recherches, le travail de consolidation a lieu au bout de 6 heures de repos, donc attention aux nuits trop courtes. On verra à l'épisode 6 la durée idéale. Ne pas respecter ces temps d'éveil et de repos, c'est empêcher le cerveau de fonctionner correctement. Et à terme, c'est s'exposer à des dommages nuisibles à notre santé, mais aussi à nos apprentissages. Moins connu, le rythme ultradien régit notre phase d'éveil. Il est calé sur un cycle d'environ 1h30, 2 heures. Le cerveau est au cours de chaque cycle soumis à des phases de performance élevée et des phases de somnolence. En y prêtant attention, on comprend mieux qu'il y a des moments où il est inutile de forcer. S'accorder des petites plages de repos cadence les révisions. Elles deviennent plus efficaces et plus agréables. Les stratégies de mémorisation tournent autour de « use it or lose it ». La première vient d'Ebbinghaus, le chercheur à l'origine de la courbe de l'oubli. Sa stratégie vise à inverser cette courbe. L'idée est très simple. Sachant que le cerveau efface ce qui n'est pas utile, il faut trouver le moyen de lui signaler que l'information que le souhaite mémoriser est vraiment importante. Comment? En exposant de nouveau notre cerveau à l'information, avant que celle-ci ne disparaisse. Les Américains parlent de booster event. En répétant les boosters, je transforme progressivement la courbe descendante en une courbe à plateau. Et j'oublie d'oublier. C'est le système de répétition espacée. L'espacement varie en fonction de la nature de l'information. Une image s'oublie moins vite qu'un mot. L'espacement varie aussi en fonction de votre entraînement. Mais la recherche a permis de retenir qu'en moyenne, la bonne stratégie de répétition est de booster vos connaissances à 1, 3, 5, 8 jours d'intervalle, puis le 13e jour et enfin le 21e. Pour un cours, le premier booster, c'est la première fois que vous allez réexposer à votre cerveau les connaissances vues en cours. Il doit avoir lieu le jour même, puis vous le réexposez 3 jours après, puis 5 jours et ainsi de suite. La première stratégie dite de répétition espacée nous dit quand réviser. La deuxième stratégie dite de réactivation nous dit comment. Pour beaucoup d'étudiants, réexposer leur cerveau à l'information consiste à relire les notes de cours. Le neuroscientifique Henry Rodinger nous explique que c'est un non-sens. Ce n'est pas efficace et cela entretient l'illusion de savoir. La bonne méthode est la réactivation. On réactive l'information en partant d'un élément et par association d'idées, on remonte jusqu'à la source. On en a vu un exemple avec les notes au format Cornell et la feuille blanche pour se tester. À partir d'un élément de la colonne de gauche, on se remémore les notes de cours. On sait réellement ce qu'on maîtrise de la matière et c'est plus proche des conditions de l'examen. Ces autotests nourrissent le principe de métacognition, la capacité à s'auto-évaluer, à anticiper les éventuelles lacunes plutôt que d'attendre le concours et la sanction. Comment optimiser les révisions avec ces deux stratégies de mémorisation? En les combinant dans un planning hebdomadaire avec pour chaque cours de chaque matière des plages dédiées à la réexposition et à la réactivation. Le jour même, en rentrant chez vous, procédez par étapes. Premièrement, la réactivation. Vous restituez sur une feuille blanche ou un tableau tout ce que vous avez retenu. Comparez à vos notes, puis relisez vos notes et réorganisez-les, idéalement sous forme de mind map, comme on a vu à l'épisode précédent, ou avec des classiques fiches de révision. Le jour 3, vous commencez le processus. Vous restituez sur une feuille blanche ou un tableau tout ce que vous avez retenu. Comparez à vos mind maps ou à vos fiches de révision. Puis découpez vos cours en petites portions plus faciles à mémoriser qu'un cours complet. Les anglo-saxons appellent ça le chunking. Enfin, vous allez transformer ces petites portions en questions-réponses. Par exemple, votre cours porte sur le cycle de Krebs et vous devez retenir que le cycle se déroule en aérobiose. Vous transformez l'information en question. Dans quelles conditions d'aération se déroule le cycle de Krebs? Et la réponse, aérobiose. Faites-vous des flashcards avec sur une face la question et sur l'autre face la réponse. Vous en saurez plus sur les flashcards avec l'exercice à la fin de cette vidéo. Les jours suivants, 5, 8, 13, 21, toujours dans l'esprit de répétition espacée, recommencez le processus avec 1. La restitution, 2. Le mind map et 3. Les flashcards, et ainsi de suite.
Le planning devient un élément essentiel pour réviser et pour ne pas l'oublier, prévoyez un temps le dimanche pour le préparer. À la fin de cette vidéo, vous trouverez 2 exercices créatifs pour mettre en application les 2 stratégies de mémorisation, les flashcards et le rituel du planning. En attendant, je vous invite à conclure provisoirement ce chapitre avec la 5e clé. Développer une double stratégie de mémorisation. Réussir demande de savoir inverser la courbe de l'oubli.